Madame, monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre sur A24 News pour ce nouveau numéro d'Hebdo Show Algérie. Je suis ravie de vous retrouver pour 2h30 de direct, accompagné tout d'abord de Mahir Zar. Bonsoir Mahdi. Bonsoir Nouhed, bonsoir messieurs. Faisal Matawi est également avec nous. Bonsoir Faisal. Bonsoir Nouhed. Il y a également Badis Khnissa. Bonsoir Badis. Salam Azoul, bonsoir. Et cette semaine, c'est Kamel Mensari qui se joint à nous. Bonsoir Kamel. Bonsoir. Au sommaire ce soir, mesdames et messieurs, l'essentiel de l'actualité nationale avec les condoléances du président de la République Abdelmadjid Tebboune suite au tragique accident de la route survenu hier soir dans le wilaya de Bni Abbas et qui a coûté la vie à 14 personnes. L'œil d'Alger se tourne vers les Émirats Arabes Unis, un pays dont on parle beaucoup ces derniers temps, notamment en raison de son implication dans plusieurs conflits. Dans Face à l'info, focus sur les dérives des médias français vis-à-vis de l'Algérie, de leur ingérence répétée dans les affaires de la justice algérienne. Et puis Nariman Zekar nous rejoindra en dernière partie d'émission pour débriefer de cette première semaine de la Coupe arabe de la FIFA. Khalid Lemouchia, ancien international, sera son invité. Et je le disais à l'instant, messieurs, l'essentiel de l'actualité nationale dominé donc tout d'abord par ce tragique accident de la route survenu hier soir dans la wilaya de Bni Abbas et qui a coûté la vie à 14 personnes. C'était donc suite au dérapage et au renversement d'un bus de transport de voyageurs assurant la liaison entre Béchar et Tiendoufi. Absolument. Et le président Abdelmadjid Tebboune a présenté ses condoléances aux familles des victimes parce que cet accident ait lieu, effectivement, vous l'avez dit, Nouhed, dans la région de Bni Abbas, dans l'extrême sud-ouest algérien. Malheureusement, c'est la route nationale numéro 50. Selon les premiers éléments de l'enquête, d'ailleurs dit par M. Saïd Saïoud, ministre des Transports et de l'Intérieur, l'autocar roulait à une vitesse de 140 km à l'heure, ce qui est inacceptable. Et même le ministre Saïoud a dit que c'est quand même étonnant qu'un bus se renverse dans une route pratiquement déserte. C'était dans la nuit, c'est 14 morts. C'est le deuxième grave accident après celui du 15 août 2025. Le bus qui a donc plongé dans le oued d'Al-Haraj et qui a fait 15 morts, 18 morts plutôt. Il faut souligner, Nouhed, que l'Algérie est parmi les 10 premiers pays au monde, malheureusement, avec le nombre de décès sur les routes. Pour l'année 2025, on déplore presque 3500 morts durant l'année et la moyenne par mois est de parfois jusqu'à 60 morts. Par exemple, c'était le cas par exemple pour le mois d'août 2025. Les causes des accidents sont nombreuses, notamment les défaillances humaines, les défaillances, les problèmes techniques, les problèmes qui se trouvent sur la route, mais surtout l'excès de vitesse. Et c'est pour ça que cette semaine, le Parlement va recevoir la copie du code de la route, du nouveau code de la route, qui va donc aggraver, si vous voulez, les sanctions contre le recours, donc le non-respect du code de la route, l'excès de vitesse, la conduite dans l'état d'ébriété et la non-vérification des véhicules. Parce que ces accidents, c'est vrai, il y a le destin, mais il y a aussi la pente humaine. C'est pour ça que la loi est là pour au moins essayer de freiner cette hécatombe sur les routes, parce que cette hécatombe dure depuis plusieurs années. Badis, c'est important de durcir ce code de la route justement pour que l'inconscience des conducteurs s'arrête finalement. Alors effectivement, il y a la méthode de dissuasion, effectivement, où on peut renforcer l'arsenal juridique et autres. Mais encore une fois, moi, ce que je vois dans ces tragédies et ces drames humains, c'est le facteur humain lui-même. C'est-à-dire que les règles, elles sont faites pour être respectées. Les lois sont faites également pour être appliquées. Et aujourd'hui, les corps de sécurité se donnent corps et âme sur les routes. Nous le voyons, nous prenons les routes au quotidien. Donc c'est à la responsabilité des uns et des autres, des individus, des citoyens, dans une sensibilisation, dans un acte civique aussi. Et comme tu disais Faisal, le facteur de vitesse est malheureusement le facteur le plus important en matière de causalité de ce type d'accident. Donc oui, l'arsenal existe, oui, les lois existent, mais encore une fois, faut-il que le citoyen lambda qui prend son volant comprenne que non seulement il s'agit de sa propre vie, mais aussi de la vie des autres. Bahti, vous vouliez réagir? Tout d'abord, un drame horrible. Donc, je pense qu'au nom de l'Hebdo Show et de la chaîne Al24, on peut présenter toutes nos condoléances aux familles des victimes, parce qu'il y a eu encore 14 victimes. Allah rahmahum wa alayhum. Donc voilà, encore un drame de plus dû à l'inconscience des conducteurs. Il faut le savoir, il faut le dire, il faut le souligner. Certaines de nos routes sont devenues des véritables Far West de l'automobile. Ça devient incontrôlable. On a des forces de sécurité, comme l'a si bien dit Badis, qui font
qui font tout pour justement réguler ces routes où malheureusement c'est celui qui a le plus gros moteur ou celui qui a la plus grosse voiture ou le plus gros camion qui roule le plus vite et qui fait peur aux autres. Donc il faut savoir respecter le code de la route qui est, pour ma part, trop peu respecté aujourd'hui. Il faut durcir les sanctions. C'est très important de durcir les sanctions et surtout de taper au portefeuille. C'est fini les interventions pour récupérer un permis ou pour récupérer une carte grise ou quoi que ce soit. Il faut taper au portefeuille, saisir le véhicule, mettre justement les gens devant leurs responsabilités et leur montrer la gravité de ce que leur conduite inconsciente peut causer. Donc encore une fois, toutes nos condoléances à toutes les familles des victimes du drame d'hier soir. Mais un prompt rétablissement aux blessés également. Autre information à retenir, messieurs, c'est cette audience accordée par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, à Mahmoud Ali Youssouf, président de la Commission de l'Union africaine, présent donc à Alger, dans le cadre de la 12e session du séminaire sur la paix et la sécurité en Afrique. Absolument, et M. Mahmoud Ali Youssouf est assisté par Mme Salma Haddadi, qui est vice-présidente de la Commission européenne, et on le voit à l'image, a été reçu par M. le Président Abdelmadjid Tebboune. C'est sa première visite en Algérie, c'est un ancien ministre des Affaires étrangères de Djibouti, et c'est avec le Président, il a fait un plaidoyer pour des solutions africaines aux problèmes africains. Aux problèmes africains. C'est toujours le plaidoyer de la diplomatie algérienne, et aussi il s'est engagé à trouver des solutions aux crises nombreuses, crises sécuritaires, et parfois économiques et parfois politiques en Afrique. C'est un peu le rôle de la Commission européenne, de la Commission africaine, et cette rencontre, je l'avais dit, on en reviendra tout à l'heure, c'était à la faveur de la 12e session du processus d'Oran par rapport à la paix et la sécurité. Et la paix et la sécurité est donc au cœur de cette discussion avec le président Abdelmadjid Tebboune. L'Algérie a une politique par rapport à l'Afrique qui est très très claire, par rapport à la solution aux crises, mais également aux questions économiques. Aujourd'hui même, à Alger se déroule la 4e conférence des startups, la conférence africaine des startups. On reviendra aussi tout à l'heure pour dire que ça va dans un ensemble du déploiement toujours efficace et dynamique de la diplomatie algérienne dans le continent africain. Alors, lors de cet entretien, messieurs, la réflexion du président de la République sur la manière dont de développer le continent africain a été saluée justement par Mahmoud Ali Youssouf. Justement, on a remarqué que lors de la conférence de presse, ou bien lorsqu'il est au sortir de son audience avec le président de la République, le représentant africain avait surtout souligné l'importance ou bien la vision du président de la République qu'il a vis-à-vis de l'Afrique, c'est-à-dire comment les dossiers africains doivent être réglés par les Africains ou même ceci d'un côté. De l'autre côté, il y a énormément de crises et de conflits auxquels l'Afrique et la Commission européenne elle-même, à travers ses mécanismes et à travers ses structures, est en train de faire face. Donc forcément, il a écouté, donc on a entendu comment il a affirmé que le président avait sa propre vision de l'Afrique, qu'il avait justement été, pour sa première rencontre avec le chef de l'État, tout à fait, je ne dirais pas ébloui, mais au moins il a ressenti l'importance qu'accorde le président de la République à la dimension africaine, à savoir que ce soit en tant que pays, mais en tant qu'un membre important au sein de l'Union africaine. Il faut rappeler que l'Algérie, de par ses actions au sein de l'Union africaine et au sein des commissions, elle plaide et elle voue ses actions exclusivement au règlement des conflits et à ce que les solutions des problèmes africains, qu'elles soient économiques ou politiques, doivent revenir aux Africains eux-mêmes. Et c'est ça la doctrine qui est adoptée par l'Algérie. Et justement, on va justement y revenir dans quelques instants. Kamel, le temps de parler de cette autre actualité, c'est le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, qui a reçu ce mercredi le président biélorusse, Alexandre Loukachenko, l'occasion pour les deux présidents d'exprimer leur volonté politique commune visant à renforcer les relations entre Alger et Minsk. Absolument, c'est une visite très importante. D'ailleurs, c'est la première visite d'un président biélorusse en Algérie, M. Alexander Loukachenko. Les deux pays ont établi des relations diplomatiques depuis 30 ans. Et le président Abdelmadjid Tebboune, dans sa déclaration commune avec le président Loukachenko, a évoqué cette question de cet anniversaire, du 30e anniversaire. Il y a eu l'installation d'une commission mixte entre les deux pays. Et il y a eu plusieurs accords qui ont été signés, au moins 5 ou 6, notamment dans les domaines de
de l'industrie et de l'agriculture, c'est un mémorandum d'entente, un autre sur le domaine de la coopération judiciaire et un autre dans le domaine de la technologie et de l'innovation. Et ce qui est le plus important également parmi ce qui a été signé, comme on le voit à l'image, c'est la feuille de route de partenariat économique et commercial qui va durer jusqu'à 2027, qui va donc aborder même les questions techniques et les questions de la coopération militaire. Donc ces deux pays renforcent leurs relations à tous les niveaux, en plus de la concertation sur les grands dossiers internationaux. Le président Tebboune l'a rappelé par rapport, par exemple, à la question de l'Ukraine ou la question de la crise en Libye ou la question du Sahara occidental. Il y a une convergence de vues entre ces deux pays. Et la prochaine commission mixte, la première s'est réunie en avril 2025 à Minsk, la capitale de la Biélorussie. La prochaine se réunira à Alger en 2026 pour consolider ce qui a été décidé lors de cette visite de M. Lukashenko à Alger. Et la coopération entre Alger et Minsk est prometteuse, Badis. Tout à fait. D'ailleurs, cette visite intervient dans le cadre du 30e anniversaire de relations bilatérales entre les deux pays. C'est une relation en devenir, à être renforcée, consolidée. Mais au-delà de cela, c'est aussi une diversification de partenariats stratégiques de la part de l'Algérie, avec des partenaires, mais je dirais aussi hors diktat de l'Occident et hors paternalisme de l'Occident. Donc c'est vraiment un partenariat à bien des égards, d'ailleurs, sur plusieurs secteurs. Le secteur effectivement militaire, le secteur de l'industrie. La Biélorussie a une certaine avance sur ce secteur-là, donc l'agriculture. Mais c'est également aussi une diplomatie, je dirais, d'intérêt commun dans lequel s'inscrit et l'Algérie et la Biélorussie, chacun dans son continent, effectivement, pour essayer d'asseoir une convergence d'abord économique, une convergence politique et une convergence géopolitique, effectivement. D'ailleurs, plusieurs dossiers ont été traités dans lesquels les deux pays partagent la vision pour bâtir, encore une fois, d'une seule voie, une équation géopolitique dans laquelle l'Algérie, encore une fois, à travers cette visite, retranscrit et illustre sa stature, notamment géopolitique, mais c'est aussi un acteur pivot, un État pivot aujourd'hui dans cette équation qui est l'échiquier international, ô combien très dynamique et très cataclysmique, j'ai envie de vous dire même, et dans laquelle l'Algérie joue ce rôle de stabilisateur. Il y a aussi un détail très important dans ces accords. Vous savez que l'Algérie, elle a fait de l'agriculture son principal, un segment très important dans le développement économique, notamment pour le deuxième mandat du président de la République. Donc ce segment-là a été au cœur des discussions entre les responsables algériens et biélorusses. Nous avons, il y a eu aussi, tel que l'a cité Faisal, il y a aussi des accords pour la construction d'une usine de véhicules lourds agricoles à Bouirak, la compagnie MAZ, qui est l'une des plus importantes compagnies biélorusses spécialisées dans les engins lourds, notamment pour les minerais. Donc, vous savez, pour le transport des minerais, des grosses rocs, donc il est important d'avoir des gros engins. Donc, la Biélorussie va fournir à travers cette entreprise. Il y a aussi l'entreprise Belez, qui est très importante, créée en 1944, qui est spécialisée dans la construction des bus. Donc, l'usine de Bouira va fabriquer les bus et en même temps, il y a déjà MAZ qui est présente en Algérie à travers la filiale ferroviaire en Algérie pour justement fabriquer ce genre d'engin très important. Il y a aussi l'industrie en matière de poudre de lait, donc c'est très important. Donc l'Algérie qui veut justement être indépendante et autonome en matière de production du lait, donc la production de poudre de lait a fait partie des discussions entre responsables biélorusses et algériens. Sur le plan politique, et moi je rejoins ce qu'a dit Badis, parce qu'il faut rappeler que les deux pays, l'Algérie et la Biélorussie, sont d'accord sur le respect justement des souverainetés des pays. Donc parce que nous avons une relation qui remonte à 1994, la Biélorussie est en convergence avec les Russes s'agissant des questions internationales dans lesquelles les souverainetés des peuples sont respectées, qu'elle soit la question palestinienne ou bien la question du Sahara occidental, sinon même le conflit s'agissant de la Libye où les deux chefs d'État ont évoqué ce dossier-là et ont dit que ce problème-là doit être réglé, que ce soit sahraoui ou là, dans le cadre du droit international. Alger qui renforce ses partenariats aux grandes dames de certains pays occidentaux, Mehdi. L'Algérie isolée, disait-il, le régime isolé, j'en rigole. Parce que je savais que vous alliez dire ça, c'est pour ça que je vous ai donné cette relance. Certains commentateurs véreux disaient que l'Algérie était un pays isolé. Il n'y a pas une semaine sans que le palais d'El Mouradia reçoit des dignitaires étrangers. Combien de dignitaires étrangers sont venus sur l'année 2025 ? Ça se compte en dizaines et en dizaines. C'est à pied de nez. Alors maintenant, comparaison n'est pas raison, mais bon, quand tu vois sur les chaînes françaises en l'occurrence, la seule personne que reçoit Emmanuel Macron, c'est Zelensky pour lui demander de l'argent. Donc je suis désolé de le dire, moi j'ai mis les pieds dans le plat comme d'habitude.
Et adviendra que pourra, mais en tout cas en Algérie, je sais qu'on reçoit de tous les continents et qu'on s'entend avec tout le monde, Dieu merci, pour la Grande Algérie, et ça continuera, et les fachos continueront à cracher leur venin malgré ça. Il y a également la coopération militaire et technique, messieurs. Le général d'armée Saïd Chengraha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a tenu lui aussi donc des discussions avec son homologue biélorusse. Et un accord de coopération militaire a d'ailleurs été signé entre l'Algérie et la Biélorussie. Absolument, c'est un accord qui est aussi important parce que comme le disait Mahdi, il y a une diversification de partenariats et ces visites de présidents étrangers, de chefs du gouvernement, de ministres, entre dans ce cadre et également dans le cadre de la diplomatie militaire parce que le chef d'état-major de l'armée nationale populaire a visité plusieurs pays cette année, dont par exemple un pays comme l'Inde qui est quand même un grand pays qui produit également un grand pays sur le plan économique et militaire. Et cette coopération avec la Biélorussie est importante parce que la Biélorussie est un État qui a des écoles militaires très importantes comme l'Académie militaire de Minsk qui forme des militaires dans au moins une quarantaine de disciplines liées à l'ingénierie militaire et aux d'autres disciplines. La formation militaire est importante pour l'armée algérienne, mais également la Biélorussie, sur le plan géostratégique, elle fait partie de l'organisation du traité de sécurité collective, l'OTSC, qui est un peu le pendant de l'Europe orientale de l'OTAN, qui est l'organisation transatlantique Nord. Et cette organisation est dotée déjà de presque 20 000 hommes. C'est une organisation qui rassemble, en plus de la Biélorussie, de la Russie, des pays comme le Tadjikistan et le Kazakhstan et l'Arménie. Et par le passé, il faut rappeler qu'en 2022, il y a eu des exercices militaires communs avec les forces russes, mais également biélorusses. C'était le Vostok 2022, c'était en septembre. Et cet accord militaire de coopération va un peu encadrer toute cette coopération dans plusieurs domaines, dans le domaine de la formation, dans le domaine des échanges de l'information, des domaines techniques, mais également dans le domaine de l'entraînement logistique, tactique et stratégique. Il y a également un autre point qu'il faut souligner aujourd'hui à travers cette coopération ô combien stratégique et sensible, puisqu'on parle d'industrie militaire, on parle de coopération militaire, c'est que l'Algérie, et notamment son armée nationale populaire dignitaire de l'armée de libération nationale, s'inscrit aussi dans ce futur proche qui est celui de comment l'écrire, comment le traduire. Et ce que fait tout simplement aujourd'hui le général d'armée Saïd Chengraha, c'est de signer aussi un sourcing en matière de coopération et d'approvisionnement de militaires, mais pas que d'approvisionnement, c'est-à-dire aussi de transfert de technologie, d'industrie militaire. C'est-à-dire, dans un futur proche, l'Algérie va amplifier notamment sa production militaire. Et comme vous le savez très bien, qui dit production militaire locale dit indépendance et souveraineté. Donc, encore une fois, on est dans la droite ligne de cette doctrine qui est celle de notre armée, à savoir non seulement la non-ingérence à l'étranger, mais surtout aussi le renforcement de sa production, de son industrie et de son savoir-faire basé sur des coopérations comme celle-ci. Et on termine cette partie, messieurs, avec, nous le disions tout à l'heure, la 12e session du séminaire de haut niveau sur la paix et la sécurité en Afrique, dit processus d'Oran, qui s'est donc tenu cette semaine. Une session lors de laquelle on a surtout insisté sur le fait de trouver des solutions africaines aux problèmes africains, comme le disait Faisal tout à l'heure. Justement, oui, c'est le discours qui a été développé par M. Attaf lors de cette conférence. Il avait expliqué ou bien souligné sur le fait que l'Afrique subit des épisodes de déstabilisation et surtout par les coups d'État. Il avait cité que, par exemple, on a eu en 42 jours 2 coups d'État, c'est-à-dire en 2021 et en 2023. Donc un coup d'État qui a touché le Mali, un autre qui a touché le Niger, un autre qui a touché le Burkina Faso et un autre qui a touché le Gabon. Et donc, on est face à un pays. Et aujourd'hui, il y a une tentative de coup d'État à Cotonou, au Bénin. Donc, vous voyez un petit peu, c'est ce risque-là récurrent et épisodique qui menace la stabilité en Afrique et qui remet en cause même, qui affaiblit même les institutions africaines du moment que la charte de l'Union africaine exige que chaque coup d'État qui est fait, donc le membre qui fait partie de l'autre est automatiquement exclu. Donc, ça reste un problème récurrent et un problème qu'il faut penser
dénoncé et que M. Attaf avait bien ciblé. Mais en même temps, il avait cité autre chose, c'est-à-dire même s'il y a des coups d'État, c'est-à-dire ces coups d'État sont généralement suivis d'ingérences étrangères. Oui. On voit ce qui se passe par exemple au Mali, et là, à titre d'exemple, c'est qu'aujourd'hui, même s'il y a un coup d'État pour des transitions, cette transition profite aux forces étrangères que M. Attaf a dénoncé. Et ça reste un débat très très lourd et très pointu, et en plus qui interpelle les États africains, notamment la Commission africaine, en matière de sécurité aussi. Donc c'est que ça reste toujours un problème récurrent en Afrique. Donc la solution doit être africaine. Pourquoi ? Pour éviter qu'il y ait des ingérences, parce que les ingérences vont contrarier la démarche nationale du pays dans lequel l'instabilité a eu lieu, et en même temps, elle retarde la transition. Justement, est-ce que c'est l'absence d'initiatives africaines qui font que d'autres pays viennent s'ingérer et essayent de... Bien évidemment, parce que vous savez, donc les pays qui... je vous cite un exemple, prenez par exemple le Mali. C'est-à-dire il a été obligé de s'adosser à une force étrangère, il a chassé une force étrangère pour aller chercher des mercenaires de Wagner pour se maintenir au pouvoir. Et en faisant cela, il a créé un autre problème, c'est-à-dire un autre conflit avec les Touaregs. Donc ça reste très complexe. C'est pour ça que l'ingérence étrangère est l'un des problèmes récurrents de l'Afrique actuellement. Très bien, Kamel. On va continuer, messieurs, si vous le voulez bien. On n'a pas trop le temps. On va continuer justement à parler de cette ingérence étrangère. C'est tout de suite dans l'œil d'Alger. Et l'œil d'Alger se tourne ce soir vers les Émirats Arabes Unis, un pays dont on parle beaucoup ces derniers temps, notamment en raison de son implication dans le conflit au Soudan. Mais pas que. Abu Dhabi est accusé de sponsoriser le terrorisme et d'être devenu le petit Satan du Moyen-Orient. Pour en parler ce soir, Saïd Bourmama se joint à nous. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sociologue, auteur de plusieurs ouvrages et expert média. Merci d'être avec nous ce soir. Alors, première question pour vous, Monsieur Saïd Bourmama, avant de faire tourner le débat. Les Émirats Arabes Unis ne sont pas seulement accusés d'être impliqués au Soudan, comme je l'ai dit il y a quelques instants, ils le sont aussi en Libye, au Yémen, au Mali ou encore au Sahara occidental. La question que l'on pourrait se poser ce soir, c'est que veut exactement Abu Dhabi ? Abu Dhabi a des prétentions impériales sur l'Afrique. Mais pour bien le saisir, il faut le resituer dans le cadre mondial, du séisme mondial que nous vivons aujourd'hui, puisque nous sommes à un moment crucial dans lequel on a une redistribution des puissances dans le monde, avec une Chine qui explose au niveau économique et qui démontre une efficacité en matière scientifique et technologique, et une réaction à cela de la part d'un certain nombre de pays occidentaux visant à freiner cet essor chinois. Et les Émirats Arabes Unis sont un allié stratégique des pays occidentaux et essayent de monnayer une place de puissance régionale et africaine, alors qu'ils ne sont pas en Afrique. Et ils sont en lien d'alliance stratégique et avec les USA et avec un certain nombre d'autres pays occidentaux et avec le Maroc. Voilà l'ambition qu'il y a derrière, et pour cela, eh bien, il faut s'appuyer sur des forces déstabilisatrices en Afrique pour pouvoir se faire une place. Et c'est ce qui est en train d'être fait dans vraiment beaucoup de régions d'Afrique, avec une stratégie de long terme, qui est une stratégie qui est en forme de cercle concentrique. D'abord, contrôler la corne de l'Afrique, qui pour eux est un épicentre stratégique, puisque cette corne de l'Afrique leur permet de contrôler des détroits et des espaces essentiels dans la route du pétrole. Ça leur permet également de se projeter militairement afin d'avoir les moyens de la déstabilisation. Et enfin, ils couvrent tout cela à partir de leur force de frappe économique. Et donc, pour monnayer une place, eh bien, ils développent des fondations, ils développent des partenariats économiques. On les retrouve dans quasiment aujourd'hui tous les conflits, tous les espaces déstabilisés en Afrique. On retrouve quasiment les Émirats Arabes Unis partout. L'objectif qu'il y a derrière, c'est très simple, c'est de construire un corridor que eux-mêmes contrôlent
qui va de la mer Rouge jusqu'à l'Atlantique, et donc qui leur permet de contrôler quasiment tout le continent africain, et en s'appuyant sur les bases qu'ils ont déjà, en tentant de s'implanter au Sahel et en devenant donc une puissance qui serait incontournable pour le devenir de l'Afrique. Donc est-ce que vous diriez en d'autres termes que Abu Dhabi est aujourd'hui un facteur d'instabilité sur le continent africain ? Ce n'est même pas une question, c'est une affirmation claire et nette. Aujourd'hui, on est sur une stratégie de déstabilisation de l'Afrique pour pouvoir prendre une place. Et pour cela, eh bien, on n'hésitera pas à aiguiser des conflits, on n'hésitera pas à appuyer militairement des gouvernements qui ne sont pas légitimes, on n'hésitera pas à soutenir des forces militaires déstabilisatrices. Donc oui, de manière très claire et très nette, on a affaire à une ingérence qui n'est rien d'autre qu'une ingérence de type impérial. Très bien, Monsieur Saïd Bouamama. Une autre question, si vous le voulez bien, avant de donner la parole à mes collègues qui voudraient également vous poser des questions. On sait que les Émirats arabes unis sont signataires des accords d'Abraham avec l'entité sioniste. Ils ont également des alliances avec de nombreuses puissances mondiales. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui qu'ils sont en mesure de peser dans le devenir du monde ? Vous savez, une des stratégies d'un certain nombre de grandes puissances occidentales qui ne renoncent pas à leur mainmise sur les anciennes colonies, et de s'appuyer, comme ils sont discrédités, sur d'autres puissances. Et donc on a en gros des gérants locaux d'intérêts extérieurs. Et on a du côté des Émirats arabes unis cette volonté de se présenter comme étant un candidat remplaçant, capable de gérer pour eux-mêmes et pour d'autres les intérêts sur place. Et donc oui, on a aujourd'hui un État qu'on peut considérer comme étant un État à la fois vassal et qui menait sa vassalité en espérant obtenir une place de gestionnaire local. Et donc c'est pour cela qu'on les voit intervenir sur tous les terrains et en soutien aux stratégies états-uniennes. Par exemple, maîtriser, ils ont déjà commencé à contrôler les ports de l'Érythrée, de la Somalie, mais également du Yémen, parce que toute l'opération militaire qui a été engagée en 2015 contre le Yémen, le but était de contrôler le port d'Adan et également Bab el-Mandeb, cette région très stratégique. En plus, évidemment, de la présence nocive des Émirats arabes unis en Libye et au Soudan. Au Soudan, les FSR, les forces d'intervention rapide, sont donc financées et soutenues militairement par les Émirats. Le Mali. La question est pour qui roulent les Émirats arabes unis ? Est-ce qu'ils ont réellement une vision impériale et qu'ils se sentent puissants parce qu'ils ont de l'argent, ils ont des ressources financières, ils ont une présence dans plusieurs places financières à travers le monde ? Est-ce qu'ils font de la sous-traitance ? Sous-traitance, par exemple, pour l'entité sioniste, pour les États-Unis, pour la Russie, pour plusieurs pays. Pour qui roulent les Émirats arabes unis pour être simple dans la question ? Alors, les Émirats arabes unis ont fait un choix de reconversion économique, sachant que leurs ressources pétrolières allaient s'épuiser. Et depuis maintenant près d'une dizaine d'années, on a une politique volontariste de reconversion. Mais cette reconversion, elle n'est viable que si elle est appuyée par un certain nombre de grandes puissances. Et on est aujourd'hui dans une situation dans laquelle l'existence même des Arabes unis en tant que puissance passe par des accords dans lesquels ils deviennent des outils de puissance extérieure. Et je pense qu'on a aujourd'hui effectivement des Arabes unis qui sous-traitent dans le cadre d'un conflit mondial d'hégémonie, qui sous-traitent et qui deviennent un État vassal pour des puissances extérieures. Donc effectivement Israël, mais Israël est elle-même un État vassal pour un certain nombre d'autres puissances. Et donc on a aujourd'hui un jeu mondial et les Émirats arabes unis ne sont que le reflet de stratégies de puissance beaucoup plus importantes. Très bien, merci Monsieur Saïd Bouamama. Restez avec nous, on revient dans quelques instants.